J'étais tellement fier. Un des nôtres, associé à ce projet-là, vous avez vu, le Canadien va faire une genre de série, docu-série, là, la reconstruction, puis à la narration. En anglais, ça va être George Stroumboulopoulos, puis en français, ça va être notre Marc-Antoine... Ah non, c'est Marc-André Grondin. Je me suis trompé. Combien de fois... Je me fais tellement... Le nombre de fois depuis que Twitter existe où les gens nous ont mélangés, c'est assez hallucinant. Il y a déjà du monde sur Twitter qui m'ont félicité pour Crazy. Mais t'étais très bon, faut dire. Plus jeune. Ouais. T'étais plus jeune, t'avais plus de cheveux. Ben là, je continue de te mélanger avec Marc-André. Je continue de te mélanger. T'avais pas ta moustache. Non. Mais... Chacun son calvaire, Marc-Antoine, parce que moi, si je me suis pas fait appeler Mario Leclerc 500 000 fois dans ma vie. C'est vrai. C'est vrai, en plus, au Journal de Montréal. Exact. Moi, il n'y a jamais personne qui me confond avec personne. T'es unique, Alexandre. Voilà, c'est ce que j'aimerais appuyer là-dessus. Non, mais on a souvent fait des blagues. Moi, je t'appelle François Gagnon une fois de temps en temps. Ça fait longtemps, cela dit. Je suis dû, hein? Peut-être plus tard dans cet épisode. Peut-être un peu plus tard. Non, mais je voulais... c'était ma poignée parce que il se fait beaucoup de docu-séries. Je ne veux pas parler nécessairement de celle-là là, avec le Canadien, quoique si vous voulez ajouter quelque chose, vous êtes le bienvenu, comme toujours, mais... il s'en fait beaucoup. Netflix en a fait beaucoup. En consommez-vous beaucoup? Ben, il commence à y en avoir pas mal sur le marché. Avant chaque début de saison de Formule 1, je regarde... Drive to Survive. Drive to Survive. C'est ça? Ouais. Il y en a qui sont Moi, je trouve ça excellent. Oui, c'est très, très bien fait. C'est ça. Il y en a qui sont très, très bien faites. Il y en a une qui avait été faite, je pense, par Amazon durant les séries éliminatoires de 2021, quand le Canadien avait joué contre les Maple Leafs. Une qui suivait les Maple Leafs. Oui. Puis ça avait révélé des choses extrêmement intéressantes sur la culture des Maple Leafs et sur la hantise de se faire éliminer et sur l'ambiance. On dirait qu'ils entretenaient ça durant la saison, cette espèce de panique-là. Fait que j'ai hâte. Je vais regarder celle sur le Canadien parce que... chaque petite incursion permet des fois de découvrir des choses intéressantes. Ouais. Vas-tu le regarder aussi, Marc-Antoine? Oui, ça, assurément. Ouais. Assurément. Oui. J'ai même indirectement pris... j'ai été indirectement impliqué dans ce projet-là. Là. Fait que, oui, je vais la regarder. Assurément. Donc, ma blague était pas prémonitoire, mais je faisais une association. Peux-tu nous en dire plus ou tu peux pas nous en dire plus? Non, pas vraiment. Non. Mais c'est pas toi qui fais la narration. Non. Pardon? C'est pas toi qui fais la narration. Non, c'est pas moi qui fais la narration. C'est pas toi qui joue. C'est bel et bien Marc-André Grondin. On laisse à chacun son champ d'expertise, puis les vaches seront bien gardées. Voilà. Moi, je l'ai déjà dit... on regarde plus que 100 matchs de hockey par année. Moi, je regarde d'autres affaires aussi, dans des chiffres. Quand je regarde pas du sport en direct, c'est sûr que ça, je vais le regarder, là, ne serait-ce que pour être capable de vous suivre dans notre travail, là, mais... non, c'est ça. J'aime ça regarder d'autres choses une fois de temps en temps. Une vraie petite fiction ou un documentaire sur un sujet autre. C'est très sain de s'aérer le cerveau. Merci. Un peu. Ouais. Merci, voilà. C'est ça. Je fais dans le multidisciplinaire. OK, aujourd'hui, la perle du nord-est des États-Unis, le Connor McDavid qui cache la forêt, et c'est encore la faute des jeunes. C'est tellement hockey, épisode 329. Avec votre journaliste affecté aux affaires du hockey, du Canadien et de la combinaison, j'ai nommé M. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bonjour, messieurs. Et en direct de la perle du nord-est des États-Unis, n'est-ce pas notre excellent confrère Guillaume Lefrançois qui a accouché de ce surnom? Enfin, si c'est pas lui, je vais en prendre le crédit. Écoute, je sais pas si c'est lui qui a sorti ce surnom-là, mais lui, on va lui remettre les clés de la ville, on va le nommer ambassadeur in extenso, on va le nommer probablement maire... honorifique. Oui, absolument. Ouais. Parce que, pour une raison que tout le monde ignore, probablement parce que Guillaume Lefrançois est un individu étrange en lui-même, il adore Buffalo alors que le reste de la planète trouve ça un peu glauque. Mais je pensais que c'était un numéro comique. Il est sincère. Je pensais qu'il faisait un peu de
Non, il est sincère. Il est sincère. Bon. Oui, il est sincère. Pour lui, Buffalo, c'est le paradis des microbrasseries, des petits coins sympathiques qui ne payent pas de mine, mais qui sont donc agréables. S'il y en a pour tous les goûts, hein? Et cette introduction est une présentation de Tourisme Buffalo. Buffalo, OK. La perle. La perle, oui, c'est ça. Je l'avais, ma signature, je l'ai oublié. Buffalo, la perle du nord-est des États-Unis. Vous avez entendu votre chroniqueur principal au service des sports, Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Bonjour, Marc-Antoine. Bon anniversaire en retard, Marc-Antoine. Ben oui, c'était ta fête. Oui, absolument. Il y a eu le grand débarquement de Normandie, puis il y a eu le petit débarquement de l'hôpital Saint-Luc. Fait que ça n'a pas la même mesure, mettons. Il y en a un qui est beaucoup plus important que l'autre, je vous laisse choisir. Je m'appelle Alexandre Coupal. Alors, entrons dans le vif du sujet. Marc-Antoine, tu es dans une chambre d'hôtel de Buffalo où bas son plein, la combinaison, le combine. À chaque année, je me demande comment on dit en français. Comment on dit combine? Ouais, la traduction la plus proche en français, ce serait les tests combinés. Oui. Parce que dans le fond, c'est à la fois une occasion où les athlètes rencontrent les équipes. Donc, il y a un processus d'entrevue et on combine à cela des tests physiques auxquels les joueurs sont conviés dans les 2 dernières journées de l'événement, principalement la dernière, le samedi. Donc, la combinaison de ces 2 éléments-là crée l'événement en question. La combinaison. Mais, voilà. La combinaison, c'est ça. C'est très bon. Puis, est-ce qu'il y a une belle ambiance? Dis-nous, raconte. Qu'est-ce que ça buzz? Est-ce que ça buzz? Écoute, c'est très répétitif d'une année à l'autre. C'est vraiment un peu le jour de la marmotte. Ça fait quand même plusieurs années que le Combine a déménagé de Toronto à Buffalo. Puis ici, à Buffalo, ce qui arrive, c'est que tous les espoirs résident dans un hôtel qui est attenant à l'aréna où jouent les Sabres. Et à côté de l'aréna, il y a également une patinoire qui est comme le centre d'entraînement des Sabres. Puis il y a comme un complexe aussi de sciences de performance sportive, etc. Donc, tout ce lieu-là fait en sorte que les jeunes se promènent d'une entrevue à l'autre et il y a énormément de mouvements. Donc, c'est la libre circulation de l'espoir tout au long de la semaine. Mais d'une année à l'autre, honnêtement, la vibe est exactement la même. Ça ne change pas, le processus ne change pas. Probablement que les questions des équipes changent, mais je trouve que c'est vraiment le jour de la marmotte que de se retrouver là. Nous, les quelques journalistes qui sommes ici à Buffalo cette semaine, on reste dans le lobby de l'hôtel Marriott durant toute la semaine à intercepter un espoir, un agent, un directeur général, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui sont ici. Et donc, c'est la raison principale pour laquelle moi, je trouve que ça vaut la peine de se déplacer à Buffalo, c'est pour la qualité des contacts que tu peux faire, beaucoup plus que pour l'entrevue de tel espoir qui dit qu'il a besoin de devenir plus grand, plus fort et plus rapide. Est-ce qu'il y a beaucoup de journalistes, je regarde, je lis beaucoup de médias anglophones, je vois pas beaucoup de couverture sur le Combine, sur les tests combinés cette année, alors que chez nous, ça semble être un incontournable dans le calendrier. Hein. On est un peu crinqué à Montréal, je pense. Je te dirais qu'il y a environ une quinzaine de journalistes qui sont passés à un moment donné ou à un autre de la semaine, puis là-dessus, la moitié, c'est du monde de Montréal. Okay. Alors, c'est ça. Donc, d'autres sont attitrés à d'autres équipes. Il y a des spécialistes du repêchage des athlétiques qui sont là également. Ouais. Mais étant donné qu'à la fin des tests physiques du samedi, chaque fois qu'un espoir a terminé sa série de tests, après quelques minutes, il est rendu disponible aux médias, donc il va faire un scrum, une petite mêlée de presse. Alors, à ce moment-là, il y a un tas de journalistes qui débarquent pour cette journée-là, mais ils n'ont pas été là auparavant. Donc, le travail de lobby, le travail de coulisses que moi j'ai fait cette semaine, il y a plusieurs journalistes qui décident de ne pas le faire. Puis honnêtement, le moins il y en a, mieux c'est. Je suis bien content comme ça. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le lobby? Rien. Tu vois des discussions. En fait, non, c'est pas vrai qu'il se passe rien.
parce qu'il y a quand même des discussions intéressantes. Tu vois des directeurs généraux discuter entre eux. Tu vois, à un moment donné, j'ai vu l'agent de Mitch Marner s'asseoir avec Brad Treliving, tu sais, le genre de petite scène que tu dis, ah, OK. Mais il parlait ils sont pas en train de discuter qu'est-ce qu'ils vont manger ce midi au restaurant du Marriott, là. Mais il faut que je vous parle, il faut que je vais trouver son nom aujourd'hui, mais il y a un gardien de sécurité au Marriott qui est là pour la 2e année et il est absolument spectaculaire. Il a l'air un peu... Vous souvenez-vous, dans les années 80, il y avait un gars qui s'appelait Fabio. Oui. Donc, c'est ça comme un top modèle, en guillemets, ou personnalité avec les cheveux longs. Alors, ce gardien de sécurité-là, c'est les cheveux J'ai fait affaire avec lui. J'ai fait affaire avec lui au tournoi des recrues. Ah, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Je pensais que tu parlais de Fabio, je suis un peu déçu. Je l'ai vu. L'agent de sécurité. Alors, écoute, les cheveux, quel spectaculaire personnage avec les cheveux blonds, platine, teints, bouclés, vraiment qui tombent là, à la moitié du dos, qui a l'air zéro d'un gardien de sécurité. Honnêtement, là, je ne sais pas qu'est-ce qui arriverait à me maîtriser, mais il est là. Il donne des fist bumps à tout le monde. Il m'a reconnu. Il m'a parlé. Il veut apprendre le français. Fait il y a des petites phrases en français qu'il avait préparées puis qui est prêt à me sortir. Il m'a souhaité bonne fête en français. C'est tout un personnage. Puis il y a un autre gars qui était là avant, c'était le gérant du Marriott qui, lui, était un sosie de Freddie Mercury. Malheureusement, il n'est pas là cette année. OK. Bon. On est, ça, c'est réglé. Alors, le staff du Marriott, ça, c'est... Attends, je vais cocher sur ma feuille. C'est réglé. On a parlé du staff. Non, mais quand je te demandais qu'est-ce qui se passe dans le lobby, qu'as-tu mitonné? Qu'as-tu appris, constaté, enfin? Oui. Il y a plusieurs... en fait... Le problème avec ce genre de rencontres-là, de couloirs, c'est que c'est beaucoup de choses qui ne peuvent pas... tu échanges avec des gens, tu échanges avec des dirigeants de la Ligue qui vont te donner de l'information, mais que c'est pas pour attribution. Fait qu'après ça, aller sur la place publique puis pouvoir citer telle ou telle personne, c'est pas tellement possible. Mais je vous dirais que c'est un des enjeux fondamentaux de ce repêchage-là, c'est de savoir vers où les Blackhawks de Chicago vont aller au 2e rang du repêchage. Alors, il est question d'Artyom Levchunov, le défenseur de Michigan State, qui, semble-t-il, aurait les devants, là, qui serait un peu le favori des Blackhawks. Les amateurs du Canadien qui, eux, voudraient voir le Canadien repêcher Ivan Demidov doivent retenir leur souffle pour que non seulement les Blackhawks passent outre Demidov au 2e rang, mais il faudrait aussi que les Blue Jackets de Columbus, au 4e rang, décident d'aller dans une autre direction pour que Demidov, finalement, se retrouve sur le radar du Canadien. Donc ça, c'est... on est dans une période de l'année où là, le niveau de recherche d'informations, non seulement pour les journalistes, mais pour les équipes elles-mêmes, pour essayer de savoir à quels espoirs les autres équipes sont intéressées. Ce jeu de coulisses-là, puis cet espionnage industriel-là bat son plein en ce moment, puis ça va être le cas jusqu'à la dernière minute avant le repêchage. Mais c'est un jeu de poker que chaque équipe essaie de garder tout près de soi. Mais je pense que ça, c'est vraiment un gros enjeu vers qui les Blackhawks de Chicago vont se tourner au 2e rang. Alors, ça, on suit ça avec intérêt. Mm-hmm. Puis, j'ai lu, je sais que Kent Hughes, Jeff Gorton, sont sur place, mais assistent pas à toutes les entrevues ou... Ouais, en fait, j'ai pas vu Jeff Gorton. J'ai entrevu Kent Hughes, qui, lui, a demandé à ne pas faire d'entrevue aux médias qui étaient là, parce que l'année dernière, il y avait eu une petite mêlée de presse, puis je pense que l'organisation a jugé qu'il avait un peu trop parlé. Alors, ils se sont abstenus cette année, puis les seules déclarations, soit de Hughes ou encore de Nick Bobroff, le co-directeur. En fait, Bobroff et Martin Lapointe, les directeurs du recrutement amateur, ça va seulement survenir après le repêchage. Donc, j'ai vu Hughes. La délégation du Canadien, finalement, peut-être que Jeff Gorton est là parce qu'il a quand même les 2 mains dans le repêchage amateur, mais je ne l'ai pas vu physiquement. Je sais qu'évidemment, Bobroff, Lapointe sont là, entourés d'un certain nombre de dépisteurs. Il y a également certains membres de l'équipe du conditionnement physique qui sont là, qui préparent
l'évaluation des tests physiques qui a lieu aujourd'hui, demain. Mais même hier, il y avait déjà des jeunes qui commençaient à prendre certains tests qui sont plus statiques, si vous voulez, qui pouvaient être faits là, sur un tapis ou qui pouvaient être faits dans un endroit carrément pas loin du lobby de l'hôtel, justement. Mais donc, tu as cette délégation-là au niveau physique. Et puis, tu as le Dr. Scott, qui est le psychologue sportif de l'équipe, qui, lui, a envoyé durant la saison des tests psychologiques, un questionnaire à ces espoirs-là. Et finalement, il a colligé les réponses aux tests et en fonction des réponses qu'il a obtenues, ben là, il y a des questions un peu plus spécifiques à chaque joueur qu'il va leur poser au moment de l'entrevue avec les espoirs là, au cours de la semaine. Je trouve ça... Ça me stupéfait de voir jusqu'où les équipes peuvent aller. Les bons espoirs durant la saison, là, ils peuvent devoir répondre à 30 questionnaires comme ça, là, de 30 équipes ça que j'allais dire, ça prend beaucoup de leur temps, sans compter les rencontres individuelles avec les recruteurs. Durant la saison, là, pour parler aux joueurs, pour avoir un feeling, pour transmettre ça aux patrons, aux superviseurs, etc., ça consomme. Ça va très loin. Et ça, je me demande à la fin ce que ça peut peser. Qu'on ait posé telle question ou telle question rendue. Et là, on est dans au combine. On est dans comment dire, pas la sous-question, mais on renchérit sur les questions. Ouais. C'est vraiment. Je comprends que les équipes veulent. Il y a un enjeu. C'est un art extrêmement imprécis, le repêchage, et qu'on essaie de retourner toutes les pierres pour améliorer chaque dixième de pourcent de chance d'avoir le meilleur choix. Mais à chaque fois, ça me stupéfait de voir jusqu'où on peut aller pour essayer de sonder l'âme de quelqu'un dans une rencontre de 10 minutes. Moi, j'ai jamais été bon avec les devoirs. Là. C'est sûr que d'avoir reçu ces formulaires-là, j'aurais fait « Hey, c'est même pas... Vous allez peut-être même pas me repêcher. Je vais pas commencer à répondre à... » Surtout quand tu en reçois une trentaine. C'est un peu excessif. Puis... c'est ça. À un moment donné, il n'y a pas un équilibre à trouver entre... oui, là, il faut essayer de comprendre le mieux possible et de défricher le plus possible, mais ça a des limites, là, à un moment donné. Et puis, de toute façon, ce sont de jeunes hommes, là, ils répondent à des questions au mois de novembre, puis rendu au mois de juin, il y a des choses qui se sont passées. Là, c'est déjà plus le même individu en termes de croissance. C'est ça, à un moment donné... Oui, mais je ne sais pas à quel moment, par exemple. Je pense pas que c'est arrivé aussitôt que le mois de novembre, mais ils ont reçu leur questionnaire plus tard. Mais tu sais, les équipes ont 20 minutes avec ces joueurs-là, puis ils veulent les maximiser. Puis ils veulent pas... tu sais, c'est sûr qu'il y a des questions un peu anodines sur lesquelles là, je passerais outre facilement. Là, tu sais, quel est ton animal... à quel animal tu t'identifies ou des choses comme ça. Je trouve ça un peu... pas psycho de Reader's Digest, là. Mais sauf qu'en même temps, il y a... mais, tu sais, de manière générale, je pense ils passent, entre autres, le Dr. Scott, il passe beaucoup de temps à concevoir ces entrevues-là parce qu'ils veulent en apprendre le maximum sur ces jeunes-là, savoir de quelle fibre il est fait, qu'est-ce qu'on peut retirer de 20 minutes avec quelqu'un qu'on ne pourrait pas voir simplement en le regardant sur la glace. Il y a tout un travail qui a été fait durant la saison par les recruteurs du travail de terrain pour accumuler de l'information sur le comportement de ces jeunes-là avec leurs coéquipiers, avec leur entraîneur, à l'école, etc. Et finalement, on ramène ça à la base, puis on dit, OK, ben là, il y a tel gars qui est... on a parlé à son professeur, puis on réalise que c'est un jeune qui est extraordinaire, même si, mettons, il manque beaucoup d'école à cause du hockey. Il est très bon à absorber l'information une seule fois, puis il réussit à maintenir le rythme au niveau académique parce qu'il est bien organisé. T'sais, alors ça, c'est des informations. Ils peuvent poser des questions sur le jeune sur ça, parce que si tu as un gars qui apprend bien, qui est bien structuré dans ce qu'on lui demande d'apprendre, ben ça va dire quelque chose aussi sur la façon dont il va aborder son hockey après. Alors, sur chacun des joueurs, il y a des facettes un peu plus personnalisées qu'on veut aborder avec eux. Puis, je pense que c'est vraiment de maximiser le temps qu'ils ont avec chaque
jeune, puis ça passe assez vite quand même. Il y a des choses, j'ai assisté à quelques-unes de ces rencontres-là il y a un bout de temps, là, quand on tournait une série documentaire qui s'appelait Au nom du sport. Les Blackhawks de Chicago nous avaient permis de passer 3 ou 4 rencontres avec eux. Puis, premièrement, je trouvais que cet exercice-là était très intimidant. Tu as 17-18 ans, tu entres dans une petite... dans une suite d'hôtels où tu as 7 ou 8 monsieur. De 40, 50, 60 ans assis puis qui t'observent. C'est très intimidant. C'est juste avoir une entrevue pour un emploi avec une personne ou deux, c'est déjà intimidant pour un adulte. Mais j'avais trouvé ça fascinant. Je trouvais que, en tout cas, les Blackhawks essayaient beaucoup d'aller chercher de l'information. Je trouvais qu'il était collatéral, dire c'est qui ton meilleur coéquipier? C'est qui? Tel joueur tu as joué avec? C'est quel genre de gars? Et je pensais que ça portait juste sur le joueur en question. Puis il y avait des questions personnelles un peu déstabilisantes. Là, t'as-tu plusieurs blondes? T'es assez beau garçon. Tu joues au hockey. Puis là écoute, la réponse que tu vas donner peut être mal perçue ou pas. Mais tu sais, par exemple, qu'on monte une séquence de jeu à laquelle le joueur a participé, puis dire pourquoi tu as pris cette décision-là, pourquoi tu n'as pas fait ça, je trouve ça ça peut être très révélateur sur le QI hockey ou sur ce que le joueur percevait à ce moment-là, ou ça peut te donner beaucoup d'informations sur. Il y a effectivement beaucoup d'informations pertinentes à tirer, et je sais pas si tout le monde les utilise à bon escient, parce que tu as tout à fait raison là-dessus, là, quel genre d'animal tu t'identifies. Je ne suis pas certain que ça apporte quelque chose en bout de ligne à la table de repêchage le moment venu. Là. Mais ce qui est bon aussi, c'est que par exemple, si le Canadien est intéressé à Caden Lindstrom au 5e rang du repêchage, ben là, au moment de passer en entrevue, Andrew Bashak était son coéquipier à Medicine Hat, ou encore un coéquipier de Lindstrom dans le temps où il jouait à Delta il y a quelques années, ben, quand tu parles de quelqu'un d'autre, tu es beaucoup plus à l'aise. Les joueurs d'hockey, en général, tu leur demandes de parler de quelqu'un d'autre, puis généralement, ça va sortir beaucoup mieux que quand il est question de se révéler soi-même. Alors, si tu veux prendre de l'information sur quelqu'un, c'est sûr que parler à quelqu'un d'autre, ça donne un éclairage aussi complémentaire qui n'est pas suffisant, mais c'est de l'information de plus. Alors, dans certains cas, il y a des joueurs qui sont peut-être pas tous sur la liste et qui sont vraiment ciblés par les équipes, mais ils peuvent quand même t'aider à aller chercher de l'information sur les joueurs qui t'intéressent vraiment. Absolument. Puis l'autre question qui suscitait des débats très intéressants, c'était on demandait aux joueurs, est-ce que tu es un shooter ou un passeur? Qu'est-ce que tu es? C'est quoi ton identité? Puis je ne sais pas s'il faut vraiment décider entre une ou l'autre. Réponds pas, c'est un piège. Mais ça en dit vraiment long sur la façon dont le gars va dire, écoute, moi, je pense que je suis un passeur pour telle et telle raison. C'est le genre de question à développement. Tu sais, la question est très, très courte. Là. Puis ça parle de ce que tu aimes, ce que tu fais dans la vie à tous les jours, comment tu te définis là-dessus. Puis tu es obligé de donner une explication parce que la question est vraiment... la question n'est pas fermée. Ça, j'avais trouvé ça très intéressant. Je pense que je voulais déjà poser, d'ailleurs. Es-tu un lanceur ou un passeur, Martin? Je suis un lanceur. Oui, je sais. Ouais. Marc-Antoine, tu es un lanceur ou un passeur? Définitivement un passeur. Ouais, moi aussi. Je suis lanceur, je parle au baseball. Un tireur, j'aurais dû dire. Ça aurait moins porté à confusion. Exact. OK, 2 choses avant qu'on change de sujet. As-tu croisé quelques espoirs québécois? Je sais que Sacha Boisvert est... J'ai parlé à Sacha Boisvert. Le numéro 1 sur le tableau, là, disons ça comme ça. Il n'y en a pas beaucoup d'espoirs québécois. Non, c'est pour ça que je fais une petite parenthèse. Oui, il y a plusieurs espoirs québécois qui sont ici. Écoute, Maxime Massé, Thomas Lavoie, Raoul Boilard. Mais je pense que Boisvert est le seul qui a des chances véritables de sortir en première ronde. C'est un joueur qui est allé du côté américain depuis 4 ans déjà. Il a joué dans la USHL cette année. Il s'en va à l'Université de North Dakota la saison prochaine. Je pense que c'est un gars qui devrait partir dans le 3e tiers de la première ronde. Il y a des outils quand même assez intéressants, mais je pense qu'il y a des questions qui vont être posées par rapport à... c'est un gars qui est quand même
encore à l'état brut au niveau de ses atouts, fait qu'à quel point il va être capable de les maximiser. Puis est-ce qu'il se développe au même rythme que certains autres qui sont aussi au repêchage? Fait qu'il y a des questions à ce niveau-là. Mais c'est quand même un. Lui s'est identifié principalement comme un tireur. C'est un joueur de centre, pour l'instant du moins. Mais bon gabarit, il est capable de jouer très physique. Il s'entraîne à la boxe, entre autres, dans ses temps libres. Il est responsable défensivement. Comme il y a plusieurs choses à aimer chez ce joueur-là. Puis je pense que si le Canadien garde le 26e choix au repêchage qu'il détient présentement, il y a des chances qu'il l'échange, mais s'il le garde et que Boisvert est encore disponible à ce rang-là, ça va être un gars qui va être quand même à surveiller puis qui pourrait être un candidat intéressant. Bon, puis l'autre affaire, elle est là-dedans. Il y a des chances qu'il l'échange, ce 26e choix. Tu as publié là-dessus juste avant qu'on commence à enregistrer. Il y a beaucoup de bruit. Je te demandais, est-ce que ça buzz? Il y a beaucoup de bruit. Puis moi, ça fait des semaines que je me retiens pour parler de Martin Necas puis de Trevor Zegras. Puis ça me démange. Mais c'était pas tant pertinent. Là, ça l'est un peu, ou enfin, on se rapproche peut-être de... Ça l'est. Non, mais la semaine passée, maintenant, on était en pleine série. Là. Ouais. Trevor Zegras, je le sens moins, disons. Je pense que les ardeurs de certaines équipes ont été refroidies par, entre autres, il n'est pas ressorti des championnats du monde avec une réputation incroyable non plus, là. Sa valeur a déjà été plus haute et je pense que tout le monde lui reconnaît des habiletés individuelles, des habiletés techniques incroyables. Mais de savoir à quel point il vaut tout le battage publicitaire qu'il y a autour de lui, c'est pas clair. Je serais pas surpris que Pat Verbeek cherche à l'échanger. Maintenant, est-ce qu'il va être capable d'obtenir autant qu'il voudrait? Ça, j'en doute. Du côté de Martin Necas, lui, j'ai l'impression que la moitié de la Ligue court après lui en ce moment. Les Hurricanes n'auront aucune misère à l'échanger. Mais le Canadien n'est pas dans la position du conducteur, disons, dans ce dossier-là. Puis, s'il y a une surenchère, je serais très surpris que le Canadien remporte cette surenchère-là. Moi, comme je l'ai écrit dans mon texte à cet effet-là, il y a un élément en particulier qui pourrait aider le Canadien. C'est que, d'une part, en fait, il y en a deux. Le premier, c'est que il pourrait peut-être réussir à faire 2 transactions pour le prix d'une, comme ils ont fait avec Kirby Dach. Ils ont échangé Romanov pour aller chercher un choix repêchage. Ils ont utilisé le choix repêchage pour aller chercher Kirby Dach. Mais là, peut-être qu'ils pourraient utiliser les éléments qu'ils ont à vendre pour aller chercher un atout qui serait susceptible d'intéresser les Hurricanes. Mais je ne pense pas que leurs jeunes défenseurs ou encore des choix repêchage, ça correspond à ce que les Hurricanes veulent parce que eux, leur fenêtre de compétitivité est ouverte. Ils ont besoin de gagner maintenant. Fait que aller chercher des jeunes défenseurs qui sont pas tout à fait prêts, je suis pas sûr que ça leur convienne. Puis l'autre affaire aussi, c'est que Necas, il est à 2 ans de l'autonomie. Puis de plus en plus, on l'a vu avec Matthew Tkachuk, avec Pierre-Luc Dubois, qui eux avaient quand même 26 ans et non pas 25, mais tu n'as pas besoin d'arriver au moment de l'autonomie complète pour commencer à faire souffler le vent dans la direction où tu veux que ça aille. Et que finalement, tu laisses voir tes préférences, à savoir, moi, je serais intéressé à signer un contrat à long terme ou non, parce qu'il y a telle ou telle destination qui m'intéresse. Alors, même s'il y a des équipes qui sont intéressées à Necas, lui, probablement qu'il ne se voit pas signer un contrat à très, très long terme dans toutes les destinations qui sont potentiellement intéressées à lui. Donc, peut-être que le Canadien est confiant que ça fonctionnerait, mais il va falloir qu'il y ait des équipes qui se retirent de la course puis que la surenchère se calme pour que le prix baisse puis que ça revienne à un point où le Canadien pourrait être un peu plus un candidat sérieux. Fait que c'est pour ça que j'ai titré mon article « Retenez pas votre souffle ». On en parlait un peu, Martin. Je pense que c'est assez... On s'attend tous à ce qu'il se passe quelque chose. Oui. Est-ce que c'est encore ton impression? La situation n'a pas changé depuis la fin de la saison. À mon avis, c'est un moment très important pour l'organisation du Canadien. Ils ont des cartes dans leur jeu pour transiger. Beaucoup de bons jeunes défenseurs, il faut leur faire de la place. Là. Si tu es vraiment
engagés dans un processus de reconstruction. Tu sais, les jeunes, il ne faut pas tirer sur la fleur pour la faire pousser plus vite, mais si la fleur est rendue à l'étape de jouer dans la Ligue nationale, il faut que tu lui fasses de la place. Ils ont un surplus de jeunes défenseurs, ils ont des trous à boucher en attaque, ils ont de la profondeur à donner à leur alignement. D'un point de vue tactique, organisationnel, ils ont un resserrement à faire en défense. Ils veulent que cette équipe-là se mette à performer comme il faut éventuellement. Mais bon, il y a beaucoup de choses sur la planche. Et moi, je suis convaincu, je serais très surpris qu'il n'y ait pas une transaction assez significative qui surviendrait au repêchage. Et on va mettre la main, tu sais, si tu mets la main sur un joueur de top 5, habituellement, ce joueur-là est presque capable ça se peut, ouais. de se tailler une place en partant. Là. C'est le moment le plus important de l'année pour les dirigeants d'une équipe de la Ligue nationale. Et quand tu es en reconstruction et que tu veux progresser, bien, c'est doublement important. Là. Ils ont pas... Le statu quo n'est pas envisageable, à mon sens. Mais si on prend l'exemple de Necatch ou Netchatch, enfin, je ne sais plus, là, je suis confus. Netchas. Dans le fond, la question, c'est est-ce que... ça se passe absolument pendant le repêchage ou ça se peut que, c'est ça, s'il y a surenchère ou je ne sais trop, tu sais, que ça... C'est parce que c'est le moment où tous les astres sont alignés. C'est à ce moment, quand tu veux transiger, tous tes homologues, c'est le moment de l'année où tous tes homologues sont positionnés, leur alignement n'est pas figé pour la prochaine saison. Ils ont une marge de manœuvre financière, généralement. Si tu veux faire une transaction qui implique des choix repêchage, le repêchage n'a pas eu lieu encore. C'est le moment de l'année qui est optimum pour tout est ouvert. Et c'est ça. Donc... C'est là qu'il faut que ça se passe. Si ça se passe pas là... C'est la semaine la plus importante de l'année. C'est ça. Puis il y a des bonnes chances que Necatch, pour reprendre encore cet exemple-là, ça se passe quand même en fin de semaine, on imagine. Ou enfin, et si ça se passe pas en fin de semaine, je veux dire la fin de semaine du repêchage, et si ça se passe pas la fin de semaine du repêchage, peut-être que ce sera bon signe pour le Canadien, si je comprends bien. Oui, mais je m'attends quand même à ce qu'il soit échangé autour du repêchage. T'sais, il faudrait... Il y a les Bruins de Boston qui sont associés à NHS déjà parce que les Hurricanes de la Caroline ont de la difficulté à garder leur gardien de but en santé. Il y a eu un certain manque de constance à ce niveau-là, puis je pense qu'ils veulent corriger cette situation-là. Puis tout le monde associe ça aux Bruins de Boston qui, eux, ont un gardien en Linus Ullmark puis sont prêts à échanger. Alors, puis on a tous vu les images de David Pasternak au championnat du monde qui est arrivé avec il a donné en cadeau à Netchas un chandail des Bruins. C'était pas subtil, là, c'était pas innocent non plus. J'avais pas vu ça. Mais, ouais. Alors, je pense qu'il est même allé le chercher à l'aéroport, puis il y avait des cadeaux à l'effigie des Bruins pour lui, là, tu sais. Alors, c'est un peu du maraudage sympathique. Mais, en même temps, tu regardes, ça, c'est facile de faire le lien entre les deux équipes, mais moi, je regarde du côté des Bruins, puis je me dis, OK, eux, depuis la retraite de Patrice Bergeron et David Krejci, ont besoin d'aide au centre. Déjà que, tu sais, leurs deux premiers centres, c'est Pavel Zacha et puis Charlie Coyle. Charlie Coyle, c'est un gars qui, durant toute sa carrière, a démontré qu'il était plus à l'aise à l'aile qu'au centre, mais on l'utilise quand même au centre. Et puis là, tu rajouterais dans ça Netchas qui est dans une position analogue, c'est-à-dire qu'il était jadis un centre, mais il a fait la démonstration depuis qu'il est dans la Ligue, qui est plus à l'aise à l'aile qu'au centre. Puis là, tu le ramènerais lui aussi pour l'utiliser dans une position où il ne donne pas le meilleur de lui-même. Je trouve que passez-moi l'expression anglaise, le fit est excellent pour les Hurricanes, mais je ne suis pas certain, en fin de compte, que pour les Bruins, ce soit la meilleure chose. Ouais. Alors, on verra bien, mais je pense quand même que ça devrait, pour la raison que Martin a expliqué, je pense que ça va se faire autour du repêchage et non pas après. T'sais. Quelque chose à ajouter sur la perle du nord-est des États-Unis? Oh non. Non. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public, question du public. Question du réseau social.
Alors, on a demandé, je ne sais pas si on l'a fait l'an dernier, je sais qu'on s'est beaucoup amusé avec ça l'année dernière, mais est-ce qu'on était allé jusqu'à demander aux gens qui suivent les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport quel animal vous représente le mieux quand vous pratiquez votre sport? L'avait-on fait, Martin? Je pense pas. Je vous l'avais demandé à vous autres, puis bon, là, c'était moyen. C'était moyen, on va se le dire. De très bonnes réponses. Sur Facebook, Yann, un lion, parce que j'ai pas de cardio. Très, très bon. Il y a beaucoup d'images. Il y a Charles, un ours polaire, qui nous en a mis un beau en image. Ça, quand on fait de la radio, c'est toujours gagnant. Je parle pour moi, là, d'épiloguer là-dessus. Claudiane sur Facebook, le panda, comme eux, je suis bien maladroite, mais j'ai du plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi sur Facebook, Arnaud? La vache morte fouettée par Martin Leclerc. La fameuse ça donne rien de fouetter une vache morte. Sur Twitter, il y en a quelques bonnes aussi. Pierre, le chevreuil. J'aimais bien Ross Courtnall à l'époque. Le fan moyen, un chien dans un jeu de quilles, entre parenthèses. Max, le chevreuil sur l'autoroute. C'est beaucoup le paresseux, Pierrette. Beaucoup d'autodérision, ça nous plaît. La crevette papillon, Kevo sur YouTube. Bambi sur la glace. Le gros chip shop. Et un dernier sur Instagram. Le phoque échoué sur la banquise, ça c'est Liozon69. Je le dis, mais vous l'auriez deviné. Un mot sur cette série qui est finale. Oui, c'est même pas une série. Oui, non, c'est une série. Cette série finale qui va commencer samedi. Ça fait une semaine là, que tout le monde est je sais pas, disons, en tout cas, pas en action. Disons ça comme ça. Moi, j'imagine qu'il y a quand même un peu de... On se délie les jambes un peu à l'occasion et on discute. Mais Oilers contre Panthers, ça commence samedi soir. Et Martin, non, commençons avec ça. Avant qu'on entre dans le studio, tu me disais, j'ai l'impression qu'au Canada anglais, le seul narratif, ou enfin le narratif principal, c'est Connor McDavid, puis l'importance que ça a que McDavid gagne une coupe. Oui, je trouve... Ça m'agace beaucoup, honnêtement, de voir ça, cette trame narrative-là. Puis c'est arrivé quand les Capitals étaient en finale. Est-ce que Ovechkin va remporter la Coupe Stanley? Puis je trouve ça... Je trouve pas réducteur. Ça... Oui, je trouve ça réducteur pour les coéquipiers parce que c'est tellement un effort, ça prend tellement un effort collectif important et un engagement collectif important pour gagner la Coupe Stanley. Puis je ne sais pas si c'est culturel qu'on essaie de fabriquer des héros ou de faire ressortir des joueurs en particulier durant les parcours éliminatoires vers la Coupe Stanley. Puis j'ai l'impression parfois que ça teinte... Ça teinte la façon dont on juge les événements. Par exemple, quand on en a parlé, je pense, avec notre ami Gascon au dernier balado, quand les Pingouins ont remporté leurs 2 Coupes Stanley consécutives, il y a une année où Crosby a été nommé le joueur le plus utile des séries, mais le temps avait été exceptionnel dans cette série-là. Il avait vraiment été un joueur important. Quand Ovechkin a été nommé joueur par excellence des séries éliminatoires, Kuznetsov avait transporté cette équipe-là. Il avait été bon dans les 2 sens de la patinoire. Il avait été constant. Il avait été un rock pour son équipe. Fait que je sais pas, ça m'agace de voir ça. Et oui, c'est important d'avoir une super vedette dans ton alignement au hockey, mais ça n'a pas le même poids qu'au basket, par exemple, que d'avoir LeBron James à son apogée ou d'avoir Kobe Bryant à son apogée ou Michael Jordan. Puis, écoute, je te lançais ça. Je voulais pas en faire un sujet de balado, mais ça me fait tiquer à chaque fois de voir que les manchettes, est-ce que McDavid va gagner la Coupe? Est-ce que c'est de faire tourner ça juste autour de McDavid alors que ça a pris beaucoup de peaufinage collectif et organisationnel avant d'arriver là. Je trouvais que c'était une bonne entrée en matière, Marc-Antoine? Je trouve que il y a peut-être une volonté de bien des gens de pouvoir contextualiser la place de Connor McDavid dans l'histoire du hockey. Puis, à tort ou à raison, on regarde beaucoup on évalue beaucoup la carrière d'un joueur en fonction du nombre de Coupes Stanley qu'il a gagné. C'est de moins en moins vrai, mais ça l'a été pendant des décennies et des décennies. Aujourd'hui, tu gagnes la Coupe, c'est déjà un fait d'armes, mais ça se peut très bien que tu aies été un joueur digne du temple de la renommée, un joueur dominant sans que tu l'aies jamais gagné.
Sauf que dans le cas de Connor McDavid, qui est un joueur qui a changé le hockey par sa façon de jouer, qui est le joueur le plus dominant de notre époque, c'est sûr que s'il réussit à gagner la Coupe, ça ajoute à ses galons, à sa légende, en quelque sorte. Puis je pense que tu faisais référence, Martin, à Kuznetsov et à la Coupe Stanley des Capitals. C'est sûr qu'il y avait un peu le même débat à l'époque avec Ovechkin, en reconnaissant le fait que c'est un marqueur générationnel, un marqueur extraordinaire, mais sauf qu'il y avait, entre guillemets, il avait besoin de pouvoir couronner sa carrière d'une Coupe Stanley. Puis je pense que là, on en parle beaucoup parce que Connor McDavid est dans la position d'enfin pouvoir le faire. Je pense pas que ce soit pour autant réducteur du travail de ses coéquipiers parce que honnêtement, par les années passées, les Oilers ont démontré que Connor McDavid plus Draisaitl, ce n'était pas suffisant pour qu'ils se rendent jusqu'au bout. Puis c'est justement parce que le travail collectif s'est amélioré. Ils ont leur structure défensive s'est améliorée, leur profondeur en attaque, la contribution de certains autres éléments, l'éclosion d'Evan Bouchard. Il y a bien des choses qui ont fait en sorte que cette équipe-là se rend jusqu'au bout aujourd'hui. Puis, mais je pense pas que ce soit nécessairement perdu. C'est vraiment je pense qu'il y a derrière la tête de bien des gens juste la question du leg de Connor McDavid, mais quoi qui n'est pas non plus si vieux que ça. Là, on n'a pas à s'inquiéter. Il y avait encore du temps devant lui. Mais la fenêtre pour les Oilers est ouverte maintenant. Là. Alors, à lui d'en profiter. Et enfin, ce sera. C'est assurément un thème qui est dominant là, dans cette finale-là. Maintenant, cette finale-là, on ne t'a pas entendu, Marc-Antoine, encore sur le sujet parce que c'est la première fois qu'on se parle depuis qu'on connaît les finalistes. Tu sais que Martin avait développé un modèle de rétro-ingénierie qui a effectivement, dans le modèle que tu avais partagé avant les séries, on retrouvait effectivement les deux finalistes là, qui cochaient les 6 points importants que tu avais identifiés. Martin a préparé une rétro-ingénierie 2.0. Alors, est-ce que tu veux l'entendre avant, Marc-Antoine, de nous donner tes 2 scènes sur la finale ou après? Allez-y. Non, avant. Ça ne changera pas mon opinion, mais je veux l'entendre. OK. Ouais. Je trouve que le métier de chroniqueur est fantastique pour ça, parce que ça te donne le temps de penser des fois, puis de t'installer et de fouiller les histoires, d'essayer de vérifier des hypothèses, de passer des heures et des heures. Hier, j'ai passé un bon 4 heures à compiler des chiffres, juste à retourner dans l'histoire, juste pour le plaisir. Et juste pour rappeler aux auditeurs, avant les séries éliminatoires, j'avais fait un exercice de rétro-ingénierie pour voir quels étaient les traits distinctifs des équipes qui avaient remporté la Coupe Stanley au cours des 10 dernières années, en regardant ce qu'ils avaient fait dans la saison régulière et pour essayer de voir qu'est-ce que la majorité des gagnants de la Coupe Stanley avaient comme caractéristique commune. Et dans ces critères-là, il y avait, quel genre de saison avez-vous connu? Fait que, si vous n'avez pas amassé au moins 100 points en saison régulière, votre chien est presque mort. Là. Il y a une équipe dans les 10 dernières années qui n'avait pas amassé 100 points. C'est les Blues de Saint-Louis, les Miraculeux, qui s'étaient arrêtés à 99 points. Est-ce que vous avez un gardien fiable? Est-ce que vous jouez bien défensivement? Est-ce que vous étiez dans le top 10 de la Ligue nationale défensivement? Comment vous vous débrouillez à 5 contre 5? Est-ce que vous avez de l'expérience des séries? Et bref, à la fin de cet exercice-là, et ça m'avait révélé que c'était vraiment les critères défensifs qui démarquaient. Les critères offensifs pesaient moins que les critères défensifs là, pour voir qui allait se rendre loin en série. Et cet exercice-là m'avait donné de rétro-ingénierie qu'il y avait 2 équipes qui cochaient les 6 cases. C'était les Hurricanes de la Caroline et les Panthers de la Floride. Alors, je les identifiais comme des équipes dans l'Est là, qui allaient se rendre jusqu'au bout sur les 8. Et dans l'Ouest, les 2 formations qui cochaient le plus de cases, c'était les Oilers d'Edmonton et les Canucks. Donc, sur les 16 équipes, l'exercice de rétro-ingénierie arrivait avec 4 formations. Il y en a 2 de ces 4 formations-là qui sont en finale. Alors, c'est assez intéressant. Et hier, j'ai replongé là-dedans, mais j'ai dit, je vais faire le même exercice de rétro-ingénierie, mais en regardant, après 3 rondes éliminatoires, toutes les équipes finalistes qui se sont rendues au cours des 10 dernières années jusqu'au bout, qu'est-ce qu'ils avaient comme caractéristiques communes des 3 premières là. C'est ça. Qu'est-ce qui démarquait quand ils étaient rendus en finale? Qu'est-ce qu'ils avaient fait en série et qu'est-ce qui les a propulsés jusque-là? Alors, j'ai regardé
laquelle des deux équipes finalistes avait la meilleure attaque, laquelle des deux équipes finalistes avait la meilleure défense, laquelle des deux avait le meilleur avantage numérique, le meilleur désavantage numérique, qui avait eu le gardien le plus performant. Et j'ai essayé de mesurer le star power, qui avait le meilleur marqueur, laquelle des deux équipes avait le meilleur marqueur. Et ça m'a jeté par terre de voir qu'est-ce qui pesait le plus lourd. Parce qu'on a parlé tantôt, qu'est-ce qui démarquait les équipes qui se rendaient jusqu'au bout par rapport aux critères de la saison régulière, c'était la défense. Est-ce que tu étais constant en défense? C'était parmi les équipes finalistes de la Coupe Stanley, quand c'était des critères défensifs, c'était du 70-80 %. Quand c'était des critères offensifs, c'était moins lourd. Ouais. C'était comme 50 60 %. Et là, écoutez, l'équipe qui a accordé le moins de buts parmi les deux équipes finalistes au cours des dernières années, il y en a juste 30 % qui ont gagné la Coupe. Donc, c'est pas la majorité, c'est la minorité. C'est pas la défense qui a pesé le plus lourd. L'équipe qui avait le meilleur avantage numérique, 50 %. Alors, ça n'a pas été un facteur. C'est un non-factor. L'équipe qui avait le meilleur désavantage numérique, 2 sur 10, 20 % seulement. L'équipe qui avait le meilleur gardien, rendu avant d'entamer la finale, celui qui avait eu la meilleure moyenne d'efficacité, 40 % seulement ont gagné la Coupe. Ça, c'est pas normal. Et l'équipe qui avait le meilleur marqueur, 5 sur 10, 50 % 50-50. Mais l'équipe qui avait la meilleure attaque en arrivant en finale, celle qui avait été la plus performante en attaque, 80 % ont gagné la Coupe Stanley. Alors ça, je trouve ça très intéressant. Puis mon raisonnement là-dessus, c'est que si tu t'es rendu en finale de la Coupe, d'emblée, ça veut dire que tu as bien joué défensivement, que tu es performant défensivement, que ton gardien a été solide, que tes unités spéciales, ça peut dépendre. Des fois, il y en a qui n'ont pas eu des bonnes unités spéciales, mais ils ont bien joué à 5 contre 5. Alors, si tu as deux équipes qui ont bien performé dans ça, le dernier critère qui reste pour faire pencher la balance, donner le punch final, porter le coup qui va donner le knockout, c'est l'attaque. Alors, mais je trouve que c'est un critère extrêmement fort. 80 % des équipes qui avaient la meilleure attaque a fait pencher la balance. Et cette année, quelle est l'attaque? Ça, tu me l'as pas dit, c'est ça? Ce sont les Oilers qui ont la meilleure attaque. Ouais, on aurait pu Alors, c'est ça. Je voulais juste partager ça parce que j'ai quand même passé 4 heures là-dessus. Pas juste pour ton plaisir. Ça veut peut-être rien dire, mais je trouve que ça pèse très, très lourd. On pourra le vérifier. Et surtout que ça va à l'encontre. C'est sûr que si on prend la situation dans son ensemble, le concept de la défense qui gagne les championnats n'est pas complètement évacué, mais c'est un élément qui vient un peu comme rééquilibrer ou enfin, ça va un peu, c'est ça, à l'encontre de cet adage-là. Cet adage-là, oui. Marc-Antoine? Ouais. Ben, moi, ce qui me frappe, c'est que, tu sais, souvent, quand on regarde les équipes qui ont la meilleure force de frappe à l'offensive, il faut prendre le temps de diviser la production en avantage numérique puis la production en 5 contre 5, parce que si tu as une équipe, si tu as un adversaire qui ne te donne pas beaucoup de supériorité numérique, est-ce que tu vas être capable quand même de générer de l'attaque? Puis, tu sais, autrefois, il y a des moutures précédentes des Oilers qui étaient extrêmement axées. C'est sûr que McDavid et Draisaitl avaient passablement de points à égalité numérique, mais ils allaient en récolter aussi énormément en avantage numérique. Sauf que ce qu'on note en ce moment, c'est qu'à égalité numérique, les 4 premiers marqueurs des séries éliminatoires sont des joueurs des Oilers d'Edmonton. Donc, il y a McDavid, Evan Bouchard, Draisaitl et puis Zach Hyman. Donc, les 4 en file avant qu'on ait 2 représentants des Panthers de la Floride, Matthew Tkachuk et Carter Verhaeghe. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça fait en sorte que tu as non seulement une offensive qui est capable de marquer en avantage numérique, puis on sait que les Oilers sont extraordinaires à ce niveau-là, mais même à 5 contre 5, ils sont capables de se démarquer. Cela étant dit, je trouve qu'il y a tellement un décalage devant le filet. Stuart Skinner s'est replacé à la fin. Il a donné des bonnes performances dans les derniers matchs là, de la ronde précédente, mais je trouve qu'il n'est pas immunisé contre un mauvais match. Mm-hmm. Puis de l'autre côté, Sergei Bobrovsky, quand il est reposé, est très efficace. Puis là, étant donné qu'il y a beaucoup de voyagements, beaucoup de transports, étant donné la distance entre les deux clubs, on a donné des journées de congé additionnelles durant la finale. Ça va permettre à Bobrovsky d'être bien reposé. Puis je pense que
Skinner ne peut pas se permettre de connaître un seul mauvais match, puis je pense qu'il est plus vulnérable à ce niveau-là que Bobrovsky. Donc, je ne remets pas en question le travail statistique que vient de faire mon collègue, mais je trouve quand même que devant le filet, ça va être un des éléments où ça va jouer. Je suis d'accord avec toi et je pensais que ça allait jouer dans la série contre les Stars. Je pensais que Skinner contre Ottinger était... Mais là, c'était vraiment déséquilibré. Là. Ouais. Ce duel-là. Ouais. Excuse-moi, Martin. Non, mais je voulais juste renchérir sur ce que tu disais. Ouais. Mais Skinner a trouvé le moyen, dans les 2 matchs où ça comptait le plus, d'être très, très bon. Oui. Ben, je pense que les Stars aussi un moment donné, ont manqué d'essence à cause de la difficulté de leur parcours. T'sais. Puis tu regardes chacune des équipes qui s'est rendue en finale, ils ont vaincu des adversaires de qualité. Mais je pense que Dallas, juste de sortir de leur division, ça s'annonçait être une tâche assez compliquée. Alors, ils ont perdu beaucoup de cartouches à ce moment-là, tandis que là, tu as peut-être 2 équipes qui arrivent en finale, peut-être un peu plus fraîches et dispo que ce qu'on a vu par les années passées. Il y a beaucoup une guerre d'attrition en séries éliminatoires d'habitude, puis tu as les 2 équipes les moins amochées qui se retrouvent. Mais là, tu sais, je pense pas que les Panthers aient eu le parcours le plus ardu dans l'histoire du hockey en séries éliminatoires. Ils ont une semaine de congé avant le début de la finale. Fait que je pense que pour une équipe qui se présente en finale, qui a l'expérience toute récente d'une finale de la Coupe Stanley également, ils vont arriver là quand même dans des dispositions qu'on pourrait... Ils ne pourraient pas demander mieux comme conditions dans lesquelles tu amorces une finale de la Coupe Stanley. Bon, on est sur le 3e tiers. Et il sera pas égal aux autres. Mais je voulais juste qu'on revisite, Marc-Antoine, la série de textes que tu as publiée cette semaine sur le radiocanada.ca/sport. Hein, c'est tellement... Et j'étais curieux, grosso modo... pour en faire un résumé là, très simple, tu t'es intéressé un peu à comment les jeunes, les vrais jeunes, là, j'entends par là 12 ans, à partir de 12 ans à peu près, comment ça se passe, le développement de la fine élite, autant sur les initiatives que ces jeunes-là ont, qui sont beaucoup axées sur le développement des habiletés personnelles. Là. En fait, le thème, c'est ça, c'est les jeunes aujourd'hui, c'est des paresseux qui pensent juste à eux autres. Ça, voilà. Alors, suivez-nous pour d'autres commentaires. D'autres fines analyses. Voilà. Encourageant le fossé générationnel. C'est tellement point hockey, non. Donc, il y a 3 textes. Il y en a un qui c'est sur, comment je pourrais dire ça, il y a de plus en plus de jeunes qui font affaire avec, ou qui font appel, je devrais dire, à des entraîneurs spécialisés pour développer leurs habiletés. Le 2e texte, c'est sur les sommes astronomiques que tout ça coûte. Non seulement ça, mais le hockey organisé en général. Puis le 3e que j'ai lu en dernier, mais là, qui m'échappe, c'est complémentaire à ça. La c'est comme ça revient sur les 2 premiers thèmes, mais ça intègre aussi la question de l'instinct de compétition dans tout ça. Voilà. Puis est-ce que, dans le fond, on a... Est-ce que les jeunes, à travers leur développement, se font enseigner suffisamment des notions de persévérance pour pouvoir s'accrocher puis se rendre jusqu'au bout? Mais à la base, c'était même pas un des textes de hockey mineur que je voulais faire. C'était vraiment comprendre ma question initiale. C'était de savoir... tout le monde voit que la génération de joueurs qui atteint la Ligue nationale aujourd'hui ont un niveau d'habileté individuelle, d'habileté technique, maniement de rondelles, qualité du lancer, etc. C'est un niveau d'habileté qui est inégalé et qui a changé un peu l'ADN des joueurs de hockey qui arrivent dans la LNH. Alors, ce que je voulais savoir à la base, c'était de quelle manière ça s'exprime au niveau de la Ligue nationale. Mais à mesure que j'ai parlé à plusieurs intervenants, là, on réalise que pour comprendre le phénomène, il faut retourner à la source puis voir comment ces jeunes-là ont été éduqués, ont été développés avant même qu'ils arrivent dans la LNH. Alors aujourd'hui, je parlais de Trevor Zegras tout à l'heure, c'est un bon exemple. Il a amené les buts Michigan dans la Ligue nationale. D'autres l'ont imité à sa suite. On regarde... Austin Matthews et Connor Bedard, puis d'autres joueurs qui ont
vraiment changer les techniques de lancer, qui arrivent dans LNH avec des techniques de lancer où ils simulent leur dégaine, puis ils deviennent très, très imprévisibles. Alors, le hockey est rendu plus spectaculaire, mais écoute, ça, c'est des entrevues qui remontent au match des étoiles. Là. C'est là que j'ai commencé à travailler là-dessus. Puis, j'ai quand même eu un déclic le jour où j'ai parlé à Martin Saint-Louis. On était en Caroline, juste avant la date limite des échanges. Puis, il m'avait dit, moi, je trouve que c'est une épidémie d'avoir autant de jeunes qui arrivent avec des habiletés incroyables, mais que c'est des habiletés qui sont en vase clos, qu'ils ont développées de façon statique et qu'ils ont besoin d'apprendre à intégrer ça à leur jeu. Tu sais, le fameux « la game dans la game », là. C'est ça, là. L'idée, c'est qu'il apporte tes outils, apporte tes habiletés, mais mets-les, apprends à les intégrer dans un match qui est en mouvement où tu dois reconnaître des choses, faire des lectures de jeu, puis savoir quand utiliser ces fameuses habiletés fines. Parce que sinon, tu as l'air d'un... Tu sais, tu as l'air d'un animal de cirque, tu as l'air d'un gars qui fait des super belles affaires à l'entraînement, mais comment ça se fait qu'il y a certains joueurs qui font des prouesses en pratique et qui, rendus dans les matchs, n'ont pas le même impact? Donc, le niveau technique s'est beaucoup développé, mais le niveau tactique puis l'intégration dans la game, ça fait défaut. Alors ça a été un peu l'origine de ma série de textes. Évidemment, après ça, a pris une tournure que je n'avais même pas prévue. J'ai trouvé ça intéressant parce que je pouvais faire, en te lisant, je pouvais faire des liens avec des conversations que j'avais eues dans le passé, par exemple sur le développement des habiletés individuelles. André Tourigny a été entraîneur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et il a été entraîneur dans la Ligue de l'Ontario. Et il a été un entraîneur, il a connu du succès énormément dans les deux ligues. Et quand j'étais allé le rencontrer à Ottawa, je lui avais demandé c'est quoi la différence entre diriger des jeunes Ontariens, c'est quoi la différence entre les deux ligues, tu sais, et il disait que la compréhension des systèmes de jeu au Québec, c'est tellement enseigné, ça fait partie de l'enseignement depuis tellement longtemps que les joueurs étaient capables de faire un changement au tableau entre deux périodes, dire on va jouer comme ça de façon tactique la prochaine période, puis tout le monde est capable de l'appliquer. Et que ça manquait beaucoup en Ontario parce que les joueurs mettaient énormément, les parents les inscrivent au hockey mineur dans des cliniques de développement individuel et tout ça. Et ils disaient le niveau... Les joueurs tirent mieux la rondelle en Ontario, ont des meilleures habiletés individuelles, mais sur la compréhension du jeu, on est obligé de faire beaucoup plus de travail parce que ils n'apprennent pas le hockey de la même manière. Et ça m'avait beaucoup frappé. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui peuvent témoigner de ça, là, qui ont fait les deux. Qui dirigent dans les deux ligues. Et l'autre affaire qui m'a marqué, c'est au niveau, sur la persévérance, là, sur la combativité, la persévérance dont il faut faire preuve dans le monde du hockey. Et ça, c'est une conversation que j'ai eue avec un agent il y a 2 ans qui me disait, est-ce que tu te rends compte qu'au Québec, il dit, moi, j'ai des clients, là, ils arrivent à leur premier camp d'entraînement Midget 3A, puis ils font de l'anxiété parce qu'ils n'ont jamais été retranchés d'une équipe de leur vie. Ils n'ont jamais fait... Tu sais, quand le système au Québec, tu arrives dans le Pee-Wee 3A, et là, à partir de ce moment-là, de 12 ans, là, tu fais essentiellement partie de la famille. Là. Tu vas être là, ta deuxième année Pee-Wee. Après ça, tu étais Pee-Wee 3A la saison d'avant, fait que tu vas jouer Bantam 3A en première année. Et j'ai des gars de 15 et 16 ans là, qui font de l'anxiété avant leur premier camp d'entraînement. Ils n'ont jamais été retranchés. Et ça, je trouve ça particulier parce que moi, quand j'étais enfant, puis probablement vous autres, et peu importe le niveau de sport qu'on a fait, tu te présentes, puis tu t'essaies d'être meilleur que les autres. Puis si tu ne fais pas l'équipe, tu es redirigé ailleurs. Et c'était un combat qu'on faisait. En même temps, as-tu déjà fait l'équipe, puis tu l'as pas fait 2 ans plus tard? Ben, quand tu changes de catégorie, c'est pas la même chose. Non, je sais bien, mais reste que c'est vrai que quand tu es dans la famille, entre guillemets, tu as plus une place à perdre qu'une place à gagner. Oui, mais tu sais, avec les changements, tu as 2 carrières au hockey mineur. Tu as jusqu'au Pee-Wee, puis après ça, Bantam, tu arrives là, la puberté a fait son effet, tout ça, puis ça change. Mais je trouvais cet aspect-là fascinant. J'étais capable de faire un lien avec ça. Puis le fait que les enfants sont tellement... Les parents hélicoptères, Joël Bouchard a parlé souvent de ça, puis on essaie toujours de placer son enfant dans un contexte où est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va avoir son temps de jeu, puis les parents souvent ne comprennent pas que
tout le monde n'a pas un temps de jeu égal dans une équipe de hockey, puis ça suscite énormément de conflits dans les arénas et tout ça. Puis tu avais Josh Georges qui était de la vieille école, disait c'est bon. Puis Joël Bouchard disait exactement la même chose. Il faut, je m'excuse de l'expression, mais il faut qu'il mange la marde, votre enfant. Il faut qu'il connaisse, il faut qu'il apprenne l'adversité, puis de devoir monter les échelons, puis de se battre pour monter chaque échelon. Parce qu'à un moment donné, plus tu te rapproches du haut de la pyramide, plus il faut que tu te battes. Là, cette lutte-là est incessante, puis c'est ta force mentale qui fait la différence. Tu vas parler à 100 athlètes professionnels, puis ils vont tous te dire qu'à la fin, c'est est-ce que ton mental est-ce que tu es assez fort mentalement? Parce que tout le monde est habile, tout le monde patine, tout le monde est capable de tirer la rondelle. Alors, je trouvais ça très intéressant, cet angle-là. Bref, je t'ai lu avec attention, Marc-Antoine, c'était très le fun de lire ça. Ben, merci bien. Puis l'aspect de l'argent dans tout ça qui est au milieu, c'est que c'est tellement coûteux maintenant pour pouvoir développer son enfant dans le hockey mineur que si les parents veulent suivre, veulent s'assurer que leur enfant suive la parade, qu'il soit toujours là, à la fine pointe. Alors, tu sais, c'est peut-être un petit peu moins le cas au Québec, mais c'est assurément le cas ailleurs au Canada puis aux États-Unis, la question des entraîneurs spécialisés. Mais tu sais, d'aller dans un camp, tu vas faire un camp de plus parce que tu veux t'assurer d'être bien perçu par l'entraîneur qui l'organise, etc. Puis, il y a beaucoup d'argent qui est investi là-dedans, qui fait en sorte que ça rapetisse la grosseur du groupe. Et il y a aussi, tu sais, quand tu parlais d'anxiété, il y a aussi la pression à l'intérieur même de la famille où le jeune, oui, il veut réussir, mais il sent aussi que ses parents ont déboursé beaucoup d'argent. Puis il y en a qui envoient le message de dire, ben moi, au prix que ça me coûte, il faut que mon jeune joue, il faut qu'il se développe. Alors, tu sais, il y a comme tout un engrenage. Et si, en fin de compte, puis ça, c'est un peu un thème qui revient dans la série, c'est un recruteur qui m'avait dit, les joueurs qui arrivent dans la Ligue nationale, c'est plus, faut pas croire que c'est la crème de la crème, c'est la crème de la crème de ceux qui pouvaient se permettre de jouer au hockey. Et dans ce contexte-là, il y a de l'anxiété, effectivement, il y a les pressions financières, les jeunes les ressentent, et puis il y a l'adversité auquel ils font face. Il y en a qui ont peut-être fait face à un peu moins d'adversité parce que les capacités financières ont fait en sorte qu'il y a des portes qui se sont plus facilement ouvertes à eux que d'autres. Alors, il y a bien des éléments qui rentrent en ligne de compte. Puis c'est sûr qu'on peut brosser un portrait qui est très à gros traits sur la génération d'aujourd'hui, puis gna. Je pense que j'ai essayé le plus possible de pouvoir éviter de tomber dans ce piège-là. Mais il y a quand même une mutation qui se fait, tu sais, et puis les gens en font les frais d'une certaine manière. Je pense pas qu'ils veulent moins qu'avant jouer au hockey. Puis la passion est encore là, mais les moyens de s'y rendre, manifestement, sont plus les mêmes que ce que c'était autrefois. Ouais. Et c'est un problème qu'on a dans énormément de sports. Là. C'est pas juste le hockey. Au baseball aux États-Unis, notamment, le phénomène des académies puis des équipes qui voyagent sur des longues distances. Puis il faut participer à un certain type de tournoi pour être repéré. Puis au soccer aussi, on a beau dire que ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher jouer au hockey aussi au niveau récréatif, là, tout compte fait, mais aussitôt que tu entres dans les catégories d'élite, puis là, il faut commencer à voyager, puis avoir des entraînements spécialisés, puis au patinage artistique, on pourrait en nommer beaucoup. Puis moi, ça me fait réfléchir, le modèle, je me demande en bout de ligne, j'ai eu une conversation il y a plusieurs années avec Denis Baillarger, l'ancien président de la Ligue de hockey Midget 3A, qui est décédé maintenant, qui a fait du hockey toute sa vie. Puis, à un moment donné, les dirigeants de la Ligue Midget 3A avaient reçu un entraîneur européen de première division de soccer pour parler un peu de la culture du sport et tout ça. Puis, il notait, cet entraîneur-là, que c'était souvent, les super vedettes au foot étaient souvent des fils d'ouvriers, des fils de familles peu fortunées. Ouais. Et il disait qu'il faut dans le sport, il faut faire attention à ça, de cultiver ça, parce qu'il y a énormément de bons athlètes qui proviennent des milieux moins fortunés. Et tu regardes le passé au Québec, là, Mario Lemieux, il venait d'une famille pas fortunée de Ville-et-Mort. Mike Bossy venait d'une famille nombreuse qui vivait entassée dans un appartement à Annecy. Maurice Richard, il venait pas d'une famille fortunée. Ni Guy Lafleur, il venait, tu regardes d'où venaient les super vedettes du passé, là. C'était pas des fils de médecins, c'était pas des fils d'avocats. Non. Et tu regardes le système de développement en Europe au foot,
où ce sont les équipes qui, en jeune âge, là, à 12, 10, 11, 12, 13 ans, prennent des joueurs, les placent dans leur académie pour les développer. Alors, peu importe les revenus des parents, quoi que ce soit, c'est eux qui prennent en charge le développement. C'est pas un système parfait, loin de là. Ce système-là est très... il est critiqué. Puis, il y a ses défauts. C'est ça, mais... ça reste peut-être le système le plus démocratique dans le sens où ce ne sont pas les moyens financiers de tes parents qui font la différence, à savoir jusqu'où tu vas te rendre. Voilà. Ben, c'est une lecture que l'on recommande fortement. Allez faire un tour sur le site web dans la section des sports de Radio-Canada. C'est du très beau boulot, Marc-Antoine. C'est assez. Il faut que ça commence, cette finale-là. C'est ça. L'idée, c'était de jaser jusqu'à temps que le match commence. On est vendredi matin, alors on lâche pas. Marc-Antoine Godin, je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey, en ce moment même du Combine à Buffalo. Est-ce que c'est fini? Là, on est vendredi matin, il y a des trucs... Non, j'y retourne à l'instant. J'y retourne à l'instant. Tu salueras Fabio dans le hall de l'entrée. Absolument. Un petit fist bump pour la gang, les boys de Tellement Hockey à Montréal. Merci infiniment, mon cher. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée, messieurs. Merci. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci beaucoup, Martin. C'était un plaisir, encore une fois, messieurs. Puis ton modèle de la rétro-ingénierie, là, si ça on va le breveter. Oui, on va absolument. On va en vendre à tout le monde. Merci beaucoup, Martin. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Merci, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bon début de finale, tout le monde. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.